Donc, pour les rares personnes qui ne connaissent pas Frédéric Lordon, donc Frédéric Lordon est économiste et philosophe. Il est directeur de recherche au CNRS et il adhère également aux économistes atterrés. Merci, Dany. Je crains d'intervenir dans un registre un peu plus formel que Emmanuel Villard, mais bon. Lorsque le pouvoir de transfiguration de la mort, ce rituel social qui commande l'éloge des disparus, se joint à la puissance d'une émotion commune à l'échelle de la société tout entière, il est à craindre que ce soit la clarté des idées qui passe un mauvais moment. Il faut sans doute en prendre son parti, car il y a un temps social pour chaque chose, et chaque chose a son heure sociale sous le ciel. Un temps pour se recueillir, et un temps pour tout dire à nouveau. Mais qu'on se doive d'abord à la mémoire de ceux qui sont morts n'implique pas, même au plus fort du traumatisme, que toute parole nous soit interdite. Et notamment pour tenter de mettre quelques clarifications dans l'inextricable confusion intellectuelle et politique qu'un événement si extrême ne pouvait manquer en soi de produire, à plus forte raison sous la direction éclairée de médias qui ne louperont pas une occasion de se refaire la cerise sur le dos de la liberté d'expression et de politiques experts en l'art de la récupération. Disons tout de suite que l'essentiel de cette confusion se sera concentré en une seule phrase, « Je suis Charlie », qui semble avoir tout d'une limpide évidence, quand tant d'implicites à problème s'y trouvent repliés. « Je suis Charlie », que peut bien vouloir dire une phrase pareille, même si elle est en apparence d'une parfaite simplicité? On appelle métonymie la figure de rhétorique qui consiste à donner une chose pour une autre, avec laquelle elle est dans un certain rapport. L'effet pour la cause, le contenu pour le contenant, ou la partie pour le tout. Dans « Je suis Charlie », le problème du mot « Charlie » vient qu'il renvoie à une multitude de choses différentes possibles, mais liées entre elles sous un rapport de métonymie. Or, ces choses différentes appellent de notre part des devoirs différents, là où précisément leurs rapports de métonymie tendent à les confondre et à tout plonger dans l'indistinction. Charlie, ce sont d'abord des personnes humaines, privées. Par bonheur, on s'est avisé assez rapidement que dire simplement Charlie pour les rassembler faisait bon marché de 2 policiers, un agent de maintenance, un malheureux visiteur de ce jour-là, et puis aussi de 5 autres personnes, dont 4 juives, tuées les 2 jours d'après. Sauf à avoir rompu avec toute humanité en soi, on ne pouvait qu'être frappé de stupeur et d'effroi à la nouvelle de ces assassinats. Mais l'émotion n'a été si considérable que parce qu'il était perceptible à tous que ce qui venait d'être attaqué excédait évidemment les personnes privées. Et voici donc le deuxième sens possible de Charlie. Charlie comme métonymie des principes de liberté d'expression, des droits à exprimer sans craindre pour sa sécurité, tels qu'ils sont au cœur de notre forme de vie. On pouvait donc sans doute se sentir Charlie pour l'hommage aux personnes tuées, à la condition toutefois de se souvenir que des personnes tuées, il y en a régulièrement. Ziad Ebouna, il y a quelque temps, Rémi Fraisse, il y a peu, et que la compassion publique se distribue parfois d'une manière étrange, je veux dire étrangement inégale. On pouvait aussi se sentir Charlie au nom de l'idée générale, sinon d'une certaine manière de vivre en société, du moins d'y organiser la parole, c'est-à-dire au nom du désir de ne pas s'en laisser compter par des agressions qui entreprennent de la nier radicalement. Et l'on pouvait trouver qu'une communauté qui s'est retournée ainsi à l'un de ses dénominateurs communs les plus puissants fait une démonstration de sa vitalité. Mais les choses deviennent moins simples quand Charlie désigne, et c'est bien sûr cette lecture immédiate qui avait toute chance d'imposer sa force d'évidence. Quand Charlie donc désigne non plus des personnes privées, ni des principes généraux, mais des personnes publiques rassemblées dans un journal. On peut sans la moindre contradiction avoir été accablé par la tragédie humaine et n'avoir pas varié quant à la vie que ce journal nous inspirait, et depuis longtemps. Pour ma part, il était un objet de violents désaccords politiques. Si, comme il était assez logique de l'entendre, « Je suis Charlie » était une injonction à s'assimiler au journal Charlie, cette injonction-là, personnellement, m'était impossible. Je ne suis pas Charlie, et je ne pouvais pas l'être, à aucun moment. Je le pouvais d'autant moins que cette formule a fonctionné comme une sommation, et nous avons en quelques heures basculé dans un régime de commandement inséparablement émotionnel et politique. Dès ces premiers moments, la diffusion comme traînée de poudre du « Je suis Charlie » a fait irrésistiblement penser au « Nous sommes tous américains » du journal Le Monde du 12 septembre 2001.
Il n'a pas fallu une demi-journée pour que cette réminiscence se confirme. Et c'est Libération qui s'est chargé de faire passer le mot d'ordre à la première personne du pluriel. Nous sommes tous Charlie. Bienvenue dans le monde de l'unanimité décrétée et malheur aux réfractaires. Et puis surtout, célébrons la liberté de penser sous l'écrasement de tout dissensus, en mélangeant subrepticement l'émotion de la tragédie et l'adhésion politique implicite à une ligne éditoriale. Ceci d'ailleurs au point de faire à la presse anglo-saxonne le procès de se montrer hypocrite et insuffisamment solidaire quand elle refuse de republier les caricatures. Il fallait donc au moins traverser une mer pour avoir quelques chances de retrouver des têtes froides et entendre cet argument normalement élémentaire que défendre la liberté d'expression n'implique pas d'endosser les expressions de ceux dont on défend la liberté. Mais cette unanimité sous injonction était surtout bien faite pour que s'y engouffrent toutes sortes de récupérateurs. Les médias d'abord, dont on pouvait être sûr que dans un réflexe opportuniste, somme toute très semblable à celui des pouvoirs politiques dont ils partagent le discrédit, ils ne manqueraient pas pareille occasion de s'envelopper dans la liberté de la presse, cet asile de leur turpitude. À l'image par exemple de Libération, qui organise avec une publicité aussi ostentatoire que possible l'hébergement de fortune de Charlie Hebdo. Libération, ce rafio, vendu à tous les pouvoirs temporels, auto-institué dernière demeure de la liberté d'expression, peut-être en tous les sens du terme d'ailleurs. Et combien de la même farine derrière Libé pour faire de la surenchère dans le charlisme? Si cet homme qui, dit-on, riait de tout revenait en ce siècle, il mourrait de rire assurément, écrit Spinoza dans l'une de ses lettres. Et c'est vrai qu'il y a de quoi rire longtemps, à voir ainsi les organes de la soumission à l'ordre social entonner avec autant de sincérité l'air de l'anticonformisme et de la subversion radicale. Rire longtemps, mais enfin pas trop quand même, car il faudra songer un jour à sortir de cette imposture. Ce sera sans l'aide du pouvoir politique, qui n'a jamais intérêt au décivement, et à qui l'Union nationale a toujours été la plus fidèle des ressources. Union nationale et même internationale en l'occurrence, dont une version carabinée nous aura été administrée. Fallait-il qu'elle soit incoercible, la pulsion récupératrice de François Hollande, de se faire reluire à la tête de Paris, capitale du monde, pour convier de proche en proche jusqu'à Orban, Porochenko, et puis Netanyahou, Lieberman, etc., de hautes figures morales, connus pour se partager entre défenseurs de la liberté de la presse et amis du dialogue interconfessionnel. Par bonheur, il s'est trouvé déjà suffisamment de voix pour s'inquiéter des usages, ou plutôt des mésusages, que ce pouvoir ne manquera pas de faire d'une mobilisation de masse qu'il s'empressera de considérer comme un mandat. Espérons qu'il s'en trouvera également pour recommander à quelques éditorialistes un court séjour en cellule de dégrisement et pour leur apporter le café salé. Dans la concurrence pour être à la hauteur de l'histoire, avec un grand H bien sûr, et même, pente aussi fatale que grotesque de l'information en continu, pour être les premiers à annoncer l'histoire. Il était logique qu'ils criassent tous à l'histoire et à l'historique à propos de la manifestation d'hier. S'il est permis d'en rire, on dira que historique, elle l'est certainement sous quelques rapports, au moins pour être la première du genre où le comptage de la police avait une chance d'être supérieur à celui des organisateurs. On ne sache pas cependant qu'il soit resté grand-chose des manifestations monstres de Carpentras, ni du 1er mai 2002. Effusion collective qui avait déjà hystérisé le commentariat, mais dont on doit bien reconnaître que la productivité politique aura été rigoureusement nulle. On aimerait beaucoup qu'il en aille autrement cette fois-ci, mais on ne peut pas s'empêcher de poser en toute généralité la question de savoir s'il n'y a pas un effet de substitution entre le degré de l'unanimité et sa teneur politique possible. Par construction, arrasant toute la conflictualité qui est la matière même de la politique, la masse unie est tendanciellement apolitique. Ou alors c'est que c'est la révolution. Mais ça ne me semble pas être le cas de figure présent. Il y aurait enfin matière à questionner la réalité de l'union nationale, qu'on célèbre en tous sens. Tout porte à croire que le cortège parisien, si immense qu'il ait été, s'est montré d'une remarquable homogénéité sociologique. Blanc, urbain, éduqué. C'est
c'est que le nombre brut n'est pas en soi un indicateur de représentativité. Il suffit que soit exceptionnellement élevé le taux de mobilisation d'un certain sous-ensemble de la population pour produire un résultat pareil. Alors, Union nationale, Peuple en marche, France debout, il s'agirait peut-être d'y regarder à deux fois, et notamment pour savoir si cette manière de clamer la résolution du problème par la levée en masse n'est pas une manière spécialement insidieuse de reconduire le problème ou d'en faire la délégation. À l'image des dominants, toujours portés à prendre leurs particularités pour de l'universel et à croire que leur être au monde social épuise tout ce qu'il y a à dire sur le monde social, il se pourrait que les cortèges d'hier aient surtout vu la bourgeoisie éduquée contempler ses propres puissances et s'abandonner au ravissement d'elle-même. Il n'est pas certain cependant que ceci fasse un pays ou même un peuple, comme nous pourrions bientôt avoir l'occasion de nous en ressouvenir. Il y a une façon aveuglée de s'extasier de l'histoire imaginaire, qui est le plus sûr moyen de laisser échapper l'histoire réelle, celle qui s'accomplit hors de toute fantasmagorie, et le plus souvent dans notre dos. Or, l'histoire réelle qui s'annonce a vraiment une sale gueule. Si nous voulons avoir quelque chance de nous la réapproprier, passer le temps du deuil, il faudra songer à sortir de l'hébétude et à refaire de la politique, mais pour de bon.